Bonjour Malienne. Bonjour Rachid. On va s'intéresser d'abord à la presse marocaine qui nous dit qu'il y a des réformes pour valoriser les terres agricoles. Une valorisation qui passe d'abord par l'habitat rural. Et on le voit avec Finance Éco qui titre sur une nouvelle stratégie de l'État, celle de faire un recentrage précisément. Alors on le sait, le sujet est important, surtout qu'il y a plus de 40% des Marocains aujourd'hui qui vivent en zone rurale. Donc l'idée c'est évidemment de faciliter l'accès au logement et d'éviter un exode plutôt, et surtout des villes hyper concentrées. Et donc la réforme principale dont parle cet article, c'est le fait de pouvoir accéder à un permis de construire plutôt sur une surface de 2500 mètres carrés, alors qu'avant elle était conditionnée à 1 hectare. Et oui, c'est une révolution. On a aussi un autre tournant pour les zones rurales, un autre tournant cité par les Échos qui parle même d'un tournant historique concernant les terres des Soulaliettes. Alors, qu'est-ce que c'est les Soulaliettes ? Eh bien, ce sont des terres collectives qui représentent environ 20% de la superficie totale du pays. C'est des terres qui appartiennent historiquement aux communautés, justement, Soulaliettes, mais qui ne pouvaient être ni vendues, elles pouvaient être seulement léguées ou potentiellement louées. Et justement, au cœur de cette réforme, c'est ce que nous montre l'image, c'est la melkisation des terres bourgs, c'est-à-dire, ça vient du mot melk, donc la propriété. Et donc, ça va permettre justement de donner des titres de propriété à tous les ayants droit qui sont sur ces territoires-là. Et donc, cette conservation du titre foncier, le rappel l'image, va se faire de manière gratuite par l'État. Et les avantages sont énormes. En effet, l'idée, c'est surtout de moderniser ces terres en leur permettant d'accéder, grâce à leur titre de propriété, à des crédits et donc de créer de la valeur, de créer des emplois et, comme on le disait, de moderniser en somme l'agriculture. Pour l'article d'ailleurs des Échos, c'est précisé, c'est une sorte de pari, mais dont on attend énormément et surtout au niveau économique. Une terre agricole qui doit aussi attirer plus de visiteurs. Et d'ailleurs, on a les Échos qui nous rappellent qu'il y a une initiative nouvelle, Muqawala Siyahiya, qui est faite en collaboration entre Ben Slimane et la SMIT. La SMIT, c'est la Société marocaine des investissements touristiques. C'est un programme d'incubation pour les jeunes entrepreneurs dans ce qu'on appelle l'écotourisme. Et donc, pour les PME et les TPE intéressés pour rejoindre cet incubateur, les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu'au 15 avril sur la plateforme officielle de la SMIT. La presse se demande aussi où en est le processus de paix en République démocratique du Congo. Et pour vérifier les avancées de ce processus de paix, il y a une équipe de la MONUSCO, donc c'est la mission dédiée à ce conflit des Nations Unies, qui va faire une visite en RDC dans la ville d'Ouvira. C'est ce que nous rappelle cet article de Jeune Afrique. L'idée, c'est justement d'essayer de comprendre si les conditions aujourd'hui permettent d'appliquer un cessez-le-feu, donc de voir quel est le statut de la sécurité, de la logistique et des conditions d'accès. L'idée aussi, c'est de voir si le M23 a bien quitté le territoire suite au fait qu'il ait assiégé la ville en décembre dernier, puis quitté en janvier suite à la demande des États-Unis. Un conflit, on le sait également, qui déborde sur les pays frontaliers, notamment le Burundi, qui avait décidé, suite à cette attaque en décembre, de fermer ses frontières avec la RDC. Et notre article suivant de Sahel Intelligence nous l'indique, c'est un souffle surtout pour l'économie locale. Pourquoi ? Parce que les deux communautés des deux bords des frontières dépendent des échanges économiques à travers cette frontière, à travers ce point névralgique d'Ouvira, parce que tout y passe, médicaments, vivres, véhicules, et surtout c'est un souffle pour les 80 000 réfugiés congolais qui ont dû traverser la frontière suite à cette dernière attaque du M23. Une guerre aussi, comme l'annonce RFI, notre prochain article, où justement la guerre continue. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle assez importante qui nous indique que le porte-parole militaire des rebelles du M23 vient tout juste d'être tué par drone. Qui est ce porte-parole ? C'est le monsieur qu'on voit ici, c'est Willy Ngoma, qui faisait auparavant partie des forces congolaises, et oui, mais qui s'est reconverti dans la rébellion M23. Cet homme qui était souvent accusé de violations graves des droits de l'homme, et selon l'article, il était aussi accusé par l'Union européenne, cette fois-ci, de contribuer à l'instabilité et à l'insécurité en RDC. En somme, c'est une paix justement qui se fait attendre des deux bords, de par tous les partenaires, mais dont on essaie de construire les conditions favorables à son application.
Et la presse s'intéresse aussi aux dernières découvertes archéologiques. Et ces derniers temps, il y en a eu quand même pas mal, un peu vrai. partout dans le monde, les unes plus impressionnantes que les autres. Et on a cette découverte partagée par la BBC qui nous emmène au Niger où un dinosaure de plus de 100 millions d'années a été découvert et il s'appelle... C'est le Spinosaurus, voilà, je l'ai bien prononcé, c'est un des plus grands prédateurs marins de l'époque. Et oui, un animal marin au milieu du Sahara, au milieu du désert. Alors que raconte cette découverte partagée par l'article ? D'abord, la passion des archéologues qui, pendant des années, ont suivi leur intuition et surtout les traces des dinosaures. C'est une histoire qui est racontée comme un roman dans l'article, je vous invite à le lire. Mais surtout, il parle d'une nature luxuriante qui a disparu avec le temps pour justement devenir le désert que l'on connaît. On le parlait, c'est une passion pour les archéologues et la RTBF nous emmène dans le quotidien de ces passionnés. Et un d'entre eux le résume en nous disant « D'une part, nous voulons sauver le patrimoine archéologique qui va être détruit par la construction de maisons et d'autre part comprendre comment les hommes ont habité cet endroit au fur et à mesure du temps. En somme, l'archéologie, c'est une volonté surtout de raconter le passé tout en préservant cet héritage de la main de l'homme. Et l'archéologie qui nous révèle aussi comment les sociétés d'antan fonctionnaient pour répondre à des questions que l'on continue de se poser, et bien encore aujourd'hui, en effet, comme le rôle entre les hommes et les femmes. Et oui, vous l'avez bien entendu, on a cette fouille qui a eu lieu en Hongrie qui nous montre qu'au Néolithique, plus de 7000 ans, il me semble, une fouille qui nous indique que les hommes et les femmes étaient inhumés de manière totalement différente. Par exemple, sur cette photo, on a un homme qui, lui, est inhumé à gauche du site. Bon, on essaie plus ou moins de le voir. Et les femmes, elles étaient plutôt à droite. Les femmes, elles avaient des parures en coquillage avec eux. Et les hommes avaient des outils en pierre taillée. Donc voilà, apparemment, c'était déjà clair à l'époque. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y avait des exceptions. Et oui, dans ces fouilles, on a retrouvé aussi des femmes qui avaient des outils, qui avaient aussi des traumatismes sur leur corps, qui montraient qu'elles avaient des activités liées à ce qu'on appelait des activités d'hommes à l'époque. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les rôles ont changé ? C'est la question qu'on se pose, mais tout de même, l'histoire nous rappelle qu'à l'époque, c'était assez clair. Et surtout, ces exceptions nous rappellent que l'humain, pour ne pas parler d'hommes ou de femmes, ont toujours voulu réinventer les codes de nos sociétés, Rachid. Ouais. Et des découvertes archéologiques, il y en a beaucoup au Maroc aussi. En effet, faut le préciser. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 février 2026. Quel autre 25 février avez-vous retenu dans l'histoire ? Un 25 février extrêmement intéressant et important dans l'histoire du Maroc. C'est un 25 février où feu Sa Majesté le roi Mohamed V se rend aux portes du désert pour rappeler que le Maroc est un et indivisible. Nous sommes en 1958 à Mohamed El-Rizlan, 2 ans après l'indépendance. Feu Sa Majesté le roi Mohamed V se tient face aux chiours et aux représentants des tribus sahraouis qui sont venus renouveler leur allégeance. Une visite qui incarne la symbiose évidente entre le trône alaouite et le peuple marocain. Une symbiose qu'il a rappelée ce jour-là par ces mots. Nous proclamons solennellement que nous poursuivons notre action pour le retour de notre Sahara dans le cadre du respect de nos droits historiques et selon, évidemment, la volonté de ses habitants. Le 25 février 1958 raconte en effet comment au cœur du Sahara a continué de s'écrire l'histoire du Maroc, celle d'un pays uni de Tanja el-Gouira. Rachid. Merci beaucoup, Mariam Kokaïna, et c'est bien de le préciser.